Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie d'être venus si nombreux à l'occasion de cette conférence de presse. C'est toujours un agréable plaisir de vous édifier sur des faits d'actualité majeurs et d'échanger avec vous, femmes et hommes de médias, qui représentaient des relais privilégiés auprès de la population. Une fois n'est pas coutume, avant d'en venir aux traditionnelles questions-réponses, j'aborderai un point unique dans mon propos liminaire. Comme vous l'avez constaté, le Conseil des ministres tenu jeudi dernier a été marqué par l'adoption d'une série de mesures fortes. De ces décisions aux conséquences importantes, les Gabonais attendent des explications, des précisions. D'autant que ces mesures sont importantes, bien plus importantes qu'elles n'y paraissent ou que laissent transparaître les commentaires à leur sujet. Ça n'est d'ailleurs pas par simple souci rhétorique que le président Ali Bongo Ondimba a qualifié leur mise en œuvre à venir de tournant historique. Et d'autant que ces mesures, à peine ont-elles été énoncées, qu'elles ont déjà fait l'objet de contresens, de méprise, voire parfois de commentaires spécieux et, disons-le tout simplement, erronés. Je ne compte plus les fake news ou autres congossas à ce sujet depuis quelques jours. C'est d'ailleurs à se demander s'il n'y aurait pas en ce domaine une sorte de concours. C'est à cet effort de clarification des travaux de la Task Force sur les finances publiques et à leur remise en perspective, à leur juste niveau, que je vais me livrer aujourd'hui. C'est plus utile pour vous, plus utile pour nos concitoyens que de détailler en les égrenant une par une, comme on le ferait avec un chapelet, les mesures élaborées. À tout le moins, dans ce propos liminaire, car nous aurons tout le loisir d'y venir, si vous le souhaitez, lors de la séance des questions-réponses. Je commencerai en disant ce que n'est pas le travail de cette task force. Pour ce faire, je prendrai comme exemple 3 erreurs majeures faites à son sujet. Je pourrais en citer d'autres, mais je ne voudrais pas être trop long. Je reviendrai juste sur l'une de celles qui a été le plus discutée. La réduction de la taille du gouvernement. Oui, cette mesure sera mise en œuvre, mais elle ne sera pas rétroactive. Par conséquent, elle ne concerne nullement l'actuel gouvernement. Cette mesure vaudra en revanche pour l'avenir. 3 erreurs majeures, disais-je. Première erreur ou première méprise. Il ne s'agit pas d'une cure d'austérité. Cette notion, vous le savez, est galvaudée et est toujours utilisée de manière péjorative. S'il ne s'agit pas d'une cure d'austérité, c'est pour une raison simple. L'objectif du président et de l'État gabonais n'est pas de réformer les finances publiques pour réduire les dépenses publiques, ou même pour faire plaisir au FMI, ou alors à quelques autres organismes. En réalité, le travail de la Task Force est un moyen pour aboutir à une fin. J'y reviendrai. Deuxième erreur ou méprise. Les solutions préconisées par la Task Force sur les finances publiques seraient défavorables à l'emploi. Ceux qui relaient cette idée fausse évoquent à l'appui de leur thèse le gel des recrutements dans la fonction publique ou l'arrêt des titularisations en son sein. Ici aussi, le raisonnement est erroné. Je vais y venir. Avant cela, pour détendre un peu l'atmosphère, cela me rappelle la célèbre phrase de Bossuet « Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes ». Je vous laisse méditer à ce sujet et m'expliquerai après. Troisième et dernière erreur ou méprise. La Task Force se serait contentée de formuler une série de mesurettes sans envergure. Ici aussi, je vais y venir, mais ce travail est à placer en termes d'importance au niveau du PSGE et du PRE. Si son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a évoqué un tournant historique, c'est qu'il y a bien une raison, croyez-le bien. Après avoir dit ce que n'était pas le travail de cette task force, venons-en à ce qu'il est réellement. Premier point, l'objectif de ce travail est, in fine, d'améliorer de manière significative la vie quotidienne des Gabonaises et des Gabonais. Il ne s'agit donc pas de réformer les finances publiques pour réduire les dépenses de l'État. Il s'agit d'optimiser le fonctionnement de l'État et de le moderniser pour nous donner collectivement les moyens, en nous redonnant des marges de manœuvre, d'être à la hauteur de nos ambitions en matière de social. Deuxième point, le travail de la Task Force doit aboutir
tout particulièrement à redynamiser l'emploi. Mais l'emploi au Gabon, comme partout dans le monde, ne doit pas être l'apanage exclusif de l'État ou du secteur public. Les jeunes Gabonais ne doivent pas avoir pour seul, voire principal horizon, de faire carrière dans la fonction publique comme leurs aînés en leur temps. Mais c'était une autre époque. Si nous agissons ainsi, nous laisserons la dette et les déficits se creuser, et nos partenaires extérieurs ne seront pas toujours là pour voler à notre secours. Par ailleurs, nous nous condamnerions à la relégation, car l'économie actuelle dans le monde repose sur la croissance et sur l'innovation. Or, ces processus sont le fruit, partout dans le monde, de l'initiative privée, et cela en très grande majorité. Oui, c'est une évidence que de le dire, c'est le secteur privé et l'entreprise qui crée des emplois. L'État est là, agit comme partenaire pour créer un cadre propice à leur épanouissement, à l'entrepreneuriat, à l'initiative privée, afin que ces entreprises soient en mesure de créer des emplois en nombre et en qualité suffisant dont notre pays a besoin. En optimisant la dépense publique, on allège mécaniquement le poids de l'État sur les entreprises qui sont plus dynamiques et peuvent créer davantage d'emplois. C'est ça notre objectif. Et c'est en cela que les travaux de la Task Force sont éminemment favorables à l'emploi au Gabon. L'emploi, qui, faut-il vous le rappeler, est notre archi-priorité. Troisième et dernier point, les travaux de la Task Force n'ont pas abouti à une série de réformettes d'ordre technique. Dire ou écrire le contraire, c'est se fourvoyer. Le président Ali Bongo Ondimba parle de tournant historique, je l'ai dit. Ces travaux, je l'ai déjà évoqué, sont à situer sur le même plan que le plan stratégique Gabon émergent ou le PRE. C'est la première étape d'une entreprise globale visant à refonder en profondeur le Gabon, à le faire entrer dans le nouveau monde, pour reprendre la conclusion d'une interview donnée récemment dans un grand hebdomadaire panafricain. À travers les travaux de cette task force sur les finances publiques, c'est l'amorce d'une mécanique vertueuse et globale que nous entendons enclencher. Quelle est cette mécanique? Eh bien, c'est celle qu'a rappelé le président Ali Bongo Ondimba lors du dernier Conseil des ministres. Pour bien vous le faire comprendre, il me suffit d'ailleurs de le citer. Il ne s'agit pas de réformer les finances publiques pour réformer les finances publiques. Il s'agit de réformer en profondeur les finances publiques afin de refonder notre modèle étatique, pour que celui-ci ne pèse pas sur le fonctionnement de l'économie, mais au contraire, qu'il puisse revigorer, redynamiser notre économie. Pourquoi? Eh bien pour consolider notre modèle social et, in fine, améliorer la vie quotidienne des Gabonaises et des Gabonais. C'est cela la finalité du travail amorcé par cette task force. Le budgétaire, le financier, l'économique ne sont que des moyens pour parvenir au but final, le social. J'espère avoir contribué à éclairer ce sujet. Je voulais commencer par là car ce travail n'est pas mineur. Il n'est pas anecdotique. Il est majeur. Il est fondamental. Il convient par ailleurs de bien prendre la mesure, si j'ose dire, des mesures préconisées par la task force dont le sens combiné n'a, semble-t-il, en dépit des nombreuses prises de parole des autorités, pas toujours été bien saisi. Il convient enfin de garder à l'esprit la finalité de ce travail. Réformer les finances publiques pour favoriser l'emploi et renforcer notre modèle social. C'est-à-dire améliorer la vie quotidienne des Gabonaises et des Gabonais dans des secteurs aussi cruciaux que la santé, l'éducation, le logement, les retraites, l'assurance maladie, etc. Ce préalable posé, peut-être n'est-il pas inutile maintenant d'évoquer de manière plus factuelle, plus littérale, le contenu de ce rapport avant d'en venir à la séance de questions-réponses. Pour expliquer le pourquoi de ces décisions, il faut d'abord comprendre l'état de nos finances publiques. Et à ce titre, il est utile de rappeler que la task force qui a réuni pendant un mois une centaine d'acteurs de l'administration publique avait pour mission de faire le bilan de la mise en œuvre du plan de relance économique en dressant à froid l'état des finances publiques. Quelles étaient les principales conclusions de ces travaux? D'abord, que les finances publiques sont déséquilibrées, avec des dépenses plus importantes que les recettes générées par nos régies financières. Concrètement, on constate une insuffisance des contrôles fiscaux et douaniers
et l'absence d'une politique d'exonération fiscale et douanière cohérente. Aussi, les conclusions font état d'une masse salariale hypertrophiée qui pèse sur le budget de l'État. La masse salariale, qui représente un budget mensuel de 60 milliards de francs CFA, équivaut à 59% des recettes fiscales de l'année en cours, tandis que la zone CEMAC fixe à 35% ce seuil. Il faut avoir l'honnêteté de l'admettre, cette situation est devenue intenable. Elle réduit tout d'abord fortement la capacité de l'État à tenir ses engagements vis-à-vis des Gabonais et de ses partenaires, et l'empêche de se projeter vers un avenir prospère. Alors deux options se sont présentées à nous. Continuer ainsi et creuser le déficit avec tous ses effets néfastes sur les finances publiques et l'action sociale à terme. Ou plutôt, prendre les choses en main pour à la fois limiter les conséquences de cette situation et jeter les bases d'une relance économique. Mesdames et messieurs, vous l'avez constaté, l'État a pris ses responsabilités. Il a décidé d'agir avec diligence, en implémentant les réformes certes difficiles, mais nécessaires pour assurer une justice sociale, promouvoir l'emploi et la relance économique. Vous l'aurez compris, l'objectif est de préserver notre modèle social. L'assainissement de nos finances, lui, est l'ultime moyen d'y parvenir. C'est pour cela que les décisions suivantes ont été prises. D'abord, d'appliquer des décotes de 15% de traitement de l'ensemble des institutionnels et autres autorités administratives. De 10% sur les rémunérations des cabinets et de 5% sur les autres fonctions administratives. Ainsi, dans cet effort collectif, ceux qui gagnent plus contribuent davantage. Il s'agit aussi d'abaisser les effectifs des cabinets du président de la République, du Premier ministre, des ministres, du secrétariat général du gouvernement, des autres institutions et des autorités administratives indépendantes. Car à l'instar d'autres administrations, les effectifs de ces institutions sont hypertrophiés. À titre d'exemple, l'effectif des cabinets ministériels passera de 24 personnes en moyenne à 16 personnes dès la mise en œuvre de cette réforme. Aussi, les postes suivants seront désormais supprimés. Tous les postes de deuxième adjoint dans toute l'administration, y compris à la présidence de la République. DGA2, DCA2, SGA2, etc. L'exécutif a également pris la décision de réduire la taille du gouvernement, je l'ai dit plus haut, parce qu'en l'état, le nombre considérable de départements ministériels engendre des dépenses trop importantes. Cette mesure, je le précise, vaudra pour l'avenir et ne concerne donc pas l'actuel gouvernement dans la composition reste en l'état. Il a aussi décidé de mettre un terme au contrat de tout contractuel ayant plus de 60 ans, y compris tous les fonctionnaires maintenus en activité ayant plus de 60 ans, et de geler les recrutements en qualité de contractuels hors statut des agents déjà à la retraite. Car ces contrats concernent des individus privilégiés ayant dépassé l'âge de la retraite. Par souci d'équité, la loi fixant l'âge limite de départ à la retraite à 60 ans doit s'appliquer à tous, dans tous les cas, donc pas de passe-droit, pas d'exception. À cela s'ajoute l'examen des situations des agents publics en service dans les établissements publics et percevant une double rémunération. Car nous le savons, bon nombre d'agents publics occupent une double fonction dans l'administration publique. Cette situation, qui tient en partie du clientélisme, constitue une injustice, puisqu'elle empêche d'autres agents d'occuper des postes à responsabilité. De plus, parmi les autres mesures prises par l'État figurent la mise sous bon de caisse des agents publics dès la fin du mois de juillet, afin de s'assurer de la présence effective des agents et de leur reconnaissance par leurs responsables hiérarchiques. La radiation immédiate des agents en situation d'abandon de poste, ce qui, vous en conviendrez, n'est qu'une application de la loi. La mise à la retraite immédiate des agents absents pour cause de maladie de longue durée. L'examen des situations administratives, avancement et reclassement après 2015. Le gel des concours, des mises en stage, des titularisations
avancement et reclassement pour une durée de 3 ans, et assainissement du fichier de titulaires de fonctions pour évaluer le niveau des indemnités indues. L'audit de la masse salariale et l'interdiction de recrutement de la manœuvre non permanente. Mesdames et messieurs, ces mesures à elles seules ne suffisent pas. Pas pour le chef de l'État, son Excellence, M. Ali Bongo Ondimba. Il nous faut être plus audacieux pour assurer un retour à l'équilibre de nos finances publiques, dans des délais rapides et renforcer ainsi notre modèle social. C'est pour cela qu'il m'a été instruit d'annoncer les mesures supplémentaires ci-après. La réforme des avantages accordés au président du conseil d'administration des établissements publics ou sociétés d'État. La suppression des cabinets des PCA. La limitation de la rémunération du PCA au jeton de présence. La suppression des rémunérations mensuelles des PCA. La mise en place d'un plan de départ volontaire de la fonction publique assorti de mesures d'accompagnement pour les fonctionnaires qui le souhaitent. La réforme des avantages accordés aux anciens présidents d'institutions à la retraite, anciens présidents de l'Assemblée nationale, du Sénat, du Conseil économique et social, anciens premiers ministres. C'est-à-dire une réduction du budget de fonctionnement, une réduction du nombre et de la qualité des véhicules attribués à ces responsables, la réduction du personnel domestique affecté à certains de ces responsables d'institutions. Mesdames et messieurs, l'ensemble de ces mesures devrait nous permettre de faire des économies de l'ordre de 70 milliards de francs CFA par an sur la masse salariale, afin de la rendre soutenable pour le budget de l'État. Le constat sur la situation des finances publiques est l'objectif sans concession. Et des actions répondant au triple sens de la priorité, du sens du concret et de l'efficacité s'imposent pour y remédier. La mise en œuvre de certaines mesures seront particulièrement difficiles. Mais face à l'urgence, au nom de l'intérêt commun, celui de la nation, le courage, l'effort et la détermination doivent impérativement guider l'action publique avec pour objectif une plus grande justice sociale. Je vous remercie pour votre attention. Nous passons donc à la deuxième partie de la conférence de presse, qui, je le rappelle, est exclusivement consacrée aux mesures annoncées en Conseil des ministres. La complexité des mesures prises tendent à remettre en cause certaines décisions du chef de l'État. Pour exemple, la question des 10 000 emplois chez les jeunes afin de résorber la question du chômage dans notre pays au moment où l'État décide de ne plus recruter pour une période de 3 ans. Cela ne remet-il pas en cause la parole du chef de l'État? Merci. Comme évoqué lors de mon propos liminaire, et je vous remercie parce que ça nous donne l'occasion de préciser ce point-là, l'ambition du chef de l'État est toujours la même. Créer le plus grand nombre possible d'emplois. Notamment parce que, comme je vous l'ai dit, c'est l'emploi qui crée la richesse, qui permet à tous les Gabonais de vivre. C'est par leur salaire et par leur travail. Notre ambition et l'ambition du chef de l'État est toujours la même. Il n'y a aucune remise en cause. Simplement, il n'a jamais été dit que les 10 000 emplois qui doivent être créés dans le secteur public. Notre ambition, et nous le répétons, et cela à l'image de l'ensemble des économies du monde entier, c'est de créer des emplois en nombre et en qualité suffisants, notamment et prioritairement dans le secteur privé. Et c'est tout le sens des mesures qui sont prises aujourd'hui. Et ça me donne là l'occasion de le rappeler. Chaque Gabonais, chaque jeune, n'a pas pour vocation, quand il entreprend des études, de trouver un emploi systématiquement dans le secteur public. Il a pour vocation de trouver un emploi durable dans un secteur privé, marchand, auquel nous aurons contribué. Et c'est pour cela que la question de la réduction du poids de l'État, qui vient empêcher justement l'économie de se développer de manière saine et durable, est fondamentale.
Et donc, il faut ici le réaffirmer. L'ambition du chef de l'État est toujours de créer le maximum d'emplois. Et donc, ces emplois, nous les souhaitons prioritairement dans le secteur privé. Alors, en ce qui concerne les mesures qui ont été prises pour essayer de gérer la masse salariale de la fonction publique, etc., je voudrais tout simplement savoir si des mesures d'accompagnement ont été prises pour répondre aux doléances, j'ai envie de dire aux revendications des syndicats qui pensent que l'État doit énormément aux fonctionnaires. Avant l'application de ces mesures, est-ce qu'il est prévu des mesures d'accompagnement pour une relance plus apaisée? Je le rappelle, et je l'ai cité à la fin de mon propos liminaire, nous agissons dans l'intérêt général. Et donc, la seule boussole, la seule obsession de l'État, c'est d'agir pour tous. Il ne s'agit pas d'être dans une logique de marchandage ou de troc. Il y a une situation. C'est la situation des dépenses publiques. Elle est réelle, elle est là, elle est devant nous. Et face à cela, il y a des mesures que l'État doit prendre. Ces mesures, elles sont difficiles. Pour tous. Mais elles sont devenues incontournables. Parce que la situation actuelle est intenable. Alors oui, il faudra discuter, et ce sera le rôle du gouvernement avec les partenaires sociaux, pour leur expliquer la réalité des choses. Et pour leur expliquer le bien fondé. Et pour leur expliquer quoi? Qu'on n'est pas systématiquement dans une logique de mesure d'accompagnement. On est dans une logique d'explication, de résolution sur le fond et sur le long terme et durablement d'une situation devenue insupportable et qui, si on y prend garde, met en péril sur le plus long terme les emplois qui sont aujourd'hui présents. Et donc, il y aura des discussions, mais ces discussions se feront sur une base qui est celle de la réalité de ce que nous vivons, de la réalité des dépenses publiques. Et donc c'est sur cette base-là que nous échangerons avec les partenaires sociaux. Et nous sommes convaincus que nous arriverons à mettre en place des mesures courageuses et à prendre les bonnes décisions qui s'imposent dans l'intérêt des Gabonaises et des Gabonais. Merci, monsieur le porte-parole. Après avoir entendu toutes ces mesures, on se pose la question à partir de quel mois elles seront appliquées. Vous avez bien dit que pour le gouvernement, c'est ultérieurement. Mais pour le reste des mesures, quand est-ce rentreront-elles en vigueur? C'est ma première question. Ma deuxième question, si vous pouvez bien nous éclaircir, réduction de la masse salariale. On a entendu dire qu'il y aura réduction des salaires. S'il y aura réduction des salaires, à quel niveau? Et puis, la dernière question. Apparemment, le Gabon a connu de graves difficultés suite à la chute des cours des matières premières. C'était depuis 2014. Nous sommes en 2018. Et actuellement, si on lit bien les chiffres, apparemment, les cours du pétrole commencent à remonter. Et c'est pourquoi maintenant seulement que le gouvernement décide de prendre des mesures aussi drastiques. Merci. Alors, pour répondre à la première question, quand il y aura un calendrier qui va vous être précisé, certaines de ces mesures, je vous l'ai annoncé, par exemple la mise sur bon de caisse, sera dès la fin du mois de juillet. Donc vous voyez que ce sont des mesures à effectivité quasi immédiate. Il y aura d'autres mesures qui vont être annoncées également par les ministres sectoriels qui vont venir préciser tout cela. Hein. C'est le rôle, et je le rappelle encore une fois, c'est le rôle du gouvernement de mettre en œuvre concrètement les décisions qui ont été décidées en Conseil des ministres. Mais ce qu'il faut retenir, c'est le mouvement d'ensemble, c'est cette dynamique globale, c'est cette mécanique vertueuse que nous essayons d'enclencher à travers des mesures courageuses et audacieuses. Et c'est ça qui est fondamental aujourd'hui de retenir. Et donc tout ça va se faire dans un mouvement très rapide, avec l'ensemble de la machine étatique qui va se mettre en branle pour faire rentrer en application le plus rapidement toutes ces mesures. Réduction des salaires. Oui, cette réduction, vous le savez, il y a plusieurs étages. Il faut préciser, et ça me donne cette occasion, de dire que
à l'intérieur de cette réduction toutes les personnes qui gagnent en dessous de 650 000 francs CFA par mois de rémunération globale ne verront pas de réduction de leur salaire. 0%. C'est à partir de 650 000, c'est entre 650 000 et 1,5 million qu'il y aura 5%, et ainsi de suite, 10% pour la tranche supérieure et 15% ensuite. Donc, plus on gagne, plus on contribue à cet effort de maîtrise des dépenses publiques. C'est cela le principe. Sur les cours du pétrole, alors c'est une vieille question. Alors vous savez, c'est pas parce que les cours du pétrole aujourd'hui augmentent que dès le lendemain, on passe tous à la caisse. Ça ne se passe pas comme ça. Hein? Il n'y a pas de caractère automatique. Il y a des calculs qui sont faits à partir de la date de fixation du prix et la répercussion se fait plusieurs années après, en moyenne entre 2 et 3 ans. Mais c'est une question que vous pourrez réexposer et reposer au ministre du Pétrole et au ministre du Budget pour vous répondre avec beaucoup plus de responsabilité. Maintenant, sur cette question-là, parce que derrière votre question, c'est dire, mais enfin, au moment où on devrait avoir plus d'argent, c'est là où vous venez serrer la vis. Mais vous êtes bien d'accord avec moi que les cours du pétrole, comme le cours des matières premières, sont des éléments strictement conjoncturels. Nous, ce que nous annonçons aujourd'hui, sont des choix et des mesures structurelles, fondamentales, pour que justement la croissance que nous attendons, que nous espérons, soit une croissance durable, soit une croissance qui nous permette de bâtir le Gabon que nous souhaitons, un Gabon plus juste socialement, qui nous permette de faire les investissements nécessaires sur le long terme. Les investissements ne sont pas que sur 1 an ou sur 2 ans. Donc non, notre économie et la vision qu'a le chef de l'État de l'économie n'est pas simplement articulée sur les oscillations du cours des matières premières. Donc voici pourquoi ces mesures, tant repoussées, mais devenues absolument nécessaires, sont mises en place dès maintenant. Je voulais poser ma question, et peut-être pour apaiser la crainte de certains candidats qui ont déjà postulé pour le concours programmé cette année et qui s'interrogent sur la mesure du gouvernement de geler les concours. Est-ce que cette mesure s'applique aux concours déjà programmés pour cette année ou c'est pour les années à venir? C'est une excellente question. Comme je vous l'ai expliqué, il y aura derrière des communications qui vont être faites, notamment du gouvernement et précisément du ministre de la fonction publique, qui va revenir en détail, parce qu'il y a une quantité de situations bien spécifiques. Donc l'objectif aujourd'hui, c'était pour nous de remettre en perspective l'ambition qui est la nôtre, de montrer que les mesures fortes vont s'appliquer très rapidement, mais tout cela, toutes les questions que vous évoquez, hein, j'ai vu même sur Internet qu'on se posait des questions sur l'avenir de l'ENA, de l'EPCA et de tous ces autres établissements. Non, être sérieux, on va revenir dans le détail, c'est le ministre de la fonction publique, ce n'est pas l'objectif aujourd'hui, et je pense que dans les jours qui viendront, vous aurez l'occasion de les interroger sur cette question-là, et donc je ne vais pas aller plus loin dans la réponse là-dessus, mais que chacun soit sûr d'une chose et qu'il garde un principe à l'écran. L'État est continu. L'État prend des mesures difficiles. Eh bien oui, il y a des choses que nous faisions avant, il y avait des choses qui étaient prévues, que nous allons devoir arrêter, que nous allons devoir reporter. Il ne s'agit pas de la suppression, il s'agit d'une suspension, prioritairement pendant les 2 voire 3 années qui viennent en fonction des mesures. Donc c'est cela qu'il faut retenir. Récemment, il y a plusieurs syndicats et pas des moindres qui sont montés au créneau pour dénoncer les dites mesures. Arguant que vous vous murez dans un unilatéralisme et vous ne communiquez pas assez avec les partenaires sociaux. Ils se sont coalisés, ils mettront bientôt en place une plateforme ils envisagent contrer ces mesures-là. Est-ce que vous allez communiquer ou alors essayer de discuter avec eux? La vocation des partenaires sociaux, c'est d'abord et avant tout d'échanger. Mais la vocation aussi de l'État, du chef de l'État, du président de la République, c'est avant tout de prendre ses responsabilités.
prendre des responsabilités devant les Gabonaises et les Gabonais. Cette situation est une situation économique que chacun connaît, que la plupart des syndicats connaissent. Donc nous ne doutons pas un instant qu'il y aura un dialogue. Ce dialogue franc, ils feront valoir, nous espérons, avec le plus de responsabilité possible, les positions et les attentes des travailleurs, et l'État qui lui aussi a à cœur le bien-être des travailleurs, parce que ce sont eux qui, les uns après les autres, fournissent des efforts pour faire en sorte qu'on ressente un État dans ce pays. Et donc, il y aura nécessairement une discussion. Mais nous ne sommes pas dans une logique de procès d'intention. Nous ne disons pas, nous n'allons pas nous mettre d'accord. Nous disons, voici les responsabilités que nous avons prises, voici les mesures que nous avons prises. Et ces mesures-là, nous allons les expliquer, les réexpliquer. Et avec nos partenaires sociaux. Et il faut bien insister sur le terme partenaire. Nous allons ensemble œuvrer, nous l'espérons, pour le bien-être social et quotidien des Gabonaises et des Gabonais. Vous avez parlé de l'audit de la masse salariale. Et en dehors de la mise sur bon de caisse au mois de juillet prochain, est-ce qu'on peut savoir de manière concrète comment cet audit va se faire? Et la question que l'opinion se pose également est de savoir, nous allons reparler de l'audit. Est-ce qu'on peut avoir les résultats des précédents recensements? Il y a eu le recensement des agents publics dernièrement. Il y a eu en 2009, lorsque le président Ali Bongo prenait le pouvoir, un autre recensement. Comment parler d'un audit de la masse salariale sans connaître les résultats des précédents recensements? Merci. Vous raisonnez à périmètre constant. C'est-à-dire que la base de votre raisonnement, c'est de dire, ah ben en 2009, on a fait un audit, aujourd'hui, on va faire un audit, à quoi ça sert? En gros, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été embauchées dans la fonction publique. Les résultats de l'audit de 2009 sont forcément différents de ceux de maintenant. Maintenant, je suis d'accord avec vous. Et ça aussi, c'est quelque chose sur lequel nous allons tous devoir travailler. De la même façon que de manière transparente, nous annonçons les mesures. Il faudra bien évidemment communiquer de manière transparente sur les résultats de ces audits. Mais toute l'entreprise est là, transparente. Les choses sont là. Y avait-il besoin de faire un audit de la masse salariale? Oui. Pourquoi? Parce que chaque Gabonais et chaque Gabonaise a besoin de savoir comment est utilisé l'argent public. Combien y a-t-il de fonctionnaires? Combien gagnent-ils en moyenne? Donc nous allons faire cet audit de la masse salariale et nous communiquerons dessus, peut-être encore plus que ça a pu se faire par le passé. Le Gabon a des partenaires financiers internationaux, notamment le Fonds monétaire international, la Banque mondiale. Est-ce que ces partenaires internationaux disent rien à propos de toutes ces mesures que l'on vient de prendre? Voilà un peu ma question, parce qu'ils ont fait un prêt, on se rappelle, de 642 millions de dollars au titre de mécanisme élargi de crédit. Ma question. Et une deuxième question, comment expliquer qu'il y a une hausse du budget prévisionnel de 2018, une hausse de 3%, et les mesures tombent pour réduire le train de vie de l'État, s'il vous plaît? Je vais répondre à la première question, parce que la deuxième question, je n'ai pas tout compris, donc il faudra peut-être la reposer. Sur la première question, en gros, que disent nos partenaires internationaux, le FMI, la Banque mondiale? Nos partenaires, c'est toujours la même question qu'on leur pose. C'est, voulez-vous bien nous aider à mettre en œuvre ce que nous avons décidé de faire pour le bien-être de nos populations? Et eux, ce qu'ils nous disent, c'est, soyez cohérents et faites vous-même les réformes dont vous avez besoin pour atteindre l'objectif que vous avez vous-même fixé. Les partenaires, j'ai envie de dire, ne disent rien, ils ne disent rien contre. Je ne doute pas qu'ils s'expriment favorablement, mais en tout cas, il serait totalement incroyable de penser que les mesures annoncées, qui sont des mesures qui prônent le retour à l'équilibre des comptes de l'État, qui vont avoir pour vocation
de dégager des marges de manœuvre pour l'État, pour lui permettre à nouveau d'investir. Une fois qu'il aura à nouveau investi, il pourra donc donner des marchés, des chantiers aux entreprises. Ces entreprises qui, pour faire face à ces nouveaux chantiers, à ces nouveaux marchés, vont donc embaucher et donc créer de l'emploi. Et donc je pense fondamentalement que nos partenaires, quels qu'ils soient, FMI, Banque mondiale, seront forcément favorables aux initiatives qui ont été prises et qui vont dans le sens de ce qu'eux-mêmes nous demandent depuis un certain nombre d'années, c'est-à-dire de la cohérence, du sérieux, de la rigueur et de l'audace. Sur la deuxième question, je pense que le ministre du Budget viendra ici vous faire le détail de cela, mais il faut noter quand même quelque chose. Le budget qui va être présenté, puisque je ne voudrais pas laisser comme ça croire que ce budget est autre chose que sincère, et réaliste, détaille avec précision les charges de l'État. Certains postes peuvent augmenter. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi une réalité, nous avons pris un certain nombre d'engagements, notamment sur le plan social. Il y a des mesures qui ont été annoncées par le chef de l'État, et il ne s'agit pas de faire du dumping social, de revenir, d'abandonner un certain nombre de mesures qui ont été prises en faveur des Gabonais, mais bien au contraire, de les consolider et dans la mesure du possible de les renforcer. Et donc un budget, ça sert aussi à ça, à tenir ses engagements, et notamment ses engagements du point de vue social. Je vais poser la question de savoir, concernant la présidence de la République, est-ce que nous allons vivre d'un moment à l'autre, dans des jours qui viennent, la suppression du poste de vice-président de la République? C'est ça ma question. Je vais vous répondre de la manière la plus simple. Le poste de vice-président de la République ne sera pas supprimé.